Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Bon, je pense que vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez vu l'ambiance dans mon studio, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui on va pas parler de Peppa Pig. En cette période d'Halloween, c'est vrai qu'on a tous un petit peu envie de se faire peur et de se mettre dans un mood effrayant. Du coup, je vous ai posté un message il y a quelques jours en vous demandant de m'envoyer l'histoire que vous trouvez la plus flippante. J'en ai sélectionné 3 que je vais vous raconter ce soir. Hop, avant de commencer, je tiens à vous préciser que si vous voulez profiter pleinement de la vidéo, faut aussi vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Prenez des popcorn, éteignez vos lumières, enfilez vos écouteurs et mettez-vous bien au chaud sous votre couverture. C'est bon, vous êtes prêts? Alors place à la première histoire. Cette histoire, c'est celle d'Estelle. Comme chaque nuit, après avoir embrassé ses parents, elle décide d'aller se coucher. En général, elle est réglée comme une horloge. Elle se couche tous les soirs aux alentours de 23h30 et s'endort toujours très facilement. Mais pas cette fois-ci. Ce soir-là, sans pouvoir l'expliquer, Estelle, elle a du mal à s'endormir. Le moindre bruit suffit à la réveiller. Ses parents qui regardent la télé, la charpente de la maison qui craque, ou encore le robinet mal fermé de la salle de bain qui goutte sur le lavabo. Ces petits bruits pourtant anodins finissent par rappeler à Estelle que, bien avant d'y habiter, sa maison aurait été habitée par une étrange famille. Ses camarades de classe s'amusaient à lui raconter qu'un couple de fous y avait une fille dans le seul et unique objectif de la torturer. Celle-ci, après de longues années de souffrance, serait finalement parvenue à mettre fin à ses jours. Estelle se mit alors à imaginer les pires scénarios. Ce n'était qu'une histoire qu'on lui avait racontée pour lui faire peur, c'est vrai. Mais il était aussi possible que des événements étranges aient bien pu avoir lieu chez elle. Pire encore, à l'endroit même où elle essayait de trouver le sommeil. Le moindre bruit autour d'elle se transformait alors en bruit de torture ou en cri de douleur. Résignée à ne pas dormir, Estelle décide finalement d'allumer sa petite lampe de chevet et de lire un livre. Après une petite heure de lecture, elle finit enfin par ressentir la fatigue et s'endort. Mais là encore, des bruits finirent par la réveiller. C'étaient des bruits étranges, des bruits suspects. Dans la maison, on n'entendait plus qu'une seule chose. Les gouttes d'eau le long du lavabo de la salle de bain qui continuaient de s'écouler et personne à part elle ne semblait l'avoir remarqué. La salle de bain était située juste en face de sa chambre au fond du couloir. Estelle détestait se lever en pleine nuit, car son imagination dans le noir était bien trop débordante. Mais étant donné que personne ne semblait vouloir fermer l'évier, elle se décida à se lever en prenant soin de se servir de son téléphone en guise de lampe torche. Quand elle ouvrit la porte de sa chambre, celle-ci se mit à grincer, comme jamais auparavant. On aurait dit le cri d'un bébé qui pleure. C'est une fois dans le couloir qu'elle se rendit compte que les bruits provenaient bel et bien de la salle de bain dont la porte était ouverte. Seulement à la grande stupeur d'Estelle, la lumière de son téléphone qui éclairait au loin le lavabo ne reflétait pas des gouttes d'eau, mais des gouttes de sang. Estelle était terrifiée, pétrifiée. Cependant, malgré la peur qui l'envahissait, elle se sentait obligée d'avancer. Elle voulait découvrir ce qui se cachait derrière tout cela. Plus elle avançait en direction de la salle de bain, plus le bruit des gouttes de sang qui éclaboussaient le lavabo s'intensifiait. C'est alors qu'une voix féminine se fit entendre. Il n'y avait personne à côté d'Estelle, mais pourtant, elle avait l'impression qu'on lui murmurait dans le creux de l'oreille la mélodie. Le corps d'Estelle se mit à trembler, des cheveux jusqu'à ses orteils glacés par le froid du carrelage sur lequel elle marchait. Soudain, la douche s'alluma. Estelle sentait son cœur battre de plus en plus fort. Il battait avec une telle ardeur qu'elle avait l'impression qu'il essayait de sortir de sa poitrine. Mais quand elle arriva au niveau du lavabo, ce n'est pas son reflet qu'elle aperçut dans le miroir situé juste au-dessus du robinet. C'était le visage d'une femme pâle, très pâle. Elle avait des cheveux noirs qui lui longeaient le corps. Une bouche abîmée par les cicatrices et de grands yeux noirs. Estelle était tétanisée et d'une voix tremblante lui demanda « Qui es-tu » La silhouette lui répondit en chuchotant « Pourquoi es-tu là » ajouta Estelle. Mais la Mia ne lui répondit pas et se remit à chanter tout en penchant sa tête de gauche à droite. Estelle ne savait plus quoi dire ou faire quand tout à coup, la silhouette s'arrêta de chanter. Elle pensa un court instant que c'était fini, et que tout ça n'était que le fruit de son imagination. Mais le chant de la silhouette laissa place à des hurlements provenant des 4 coins de la maison. Ces cris étaient si assourdissants qu'ils auraient dû réveiller sa famille et le voisinage aux alentours. Pourtant, personne d'autre qu'elle ne semblait réagir.
Prise de panique, elle se mit alors à courir le plus vite possible vers la chambre de ses parents. Les cris continuaient de faire trembler la maison. En entrant dans la pièce, Estelle comprit pourquoi ses parents ne s'étaient pas réveillés. Comment pouvait-on réveiller des personnes qui n'étaient même pas présentes ? Estelle était désemparée par la situation. Découvrir que ses parents avaient disparu et qu'elle était livrée à elle-même, c'en était trop. Et la jeune fille fondit en larmes. Ne sachant plus quoi faire pour éviter le destin macabre qui l'attendait, Estelle se jeta désespérément dans le lit de ses parents et se cacha sous la couverture. Elle étouffait. Elle avait chaud. La porte de la chambre de ses parents se mit à son tour à grincer et la silhouette du nom de Lamia se remit à chanter. Estelle l'entendait se rapprocher doucement du lit. Lamia, elle, continuait de chanter. Et la couverture dans laquelle Estelle s'était emmitouflée était devenue le dernier rempart qui la maintenait à l'écart de la silhouette. Soudain, la silhouette qui était maintenant collée à Estelle à travers la couverture s'arrêta de chanter et lui murmura « Réveille-toi !» Estelle ouvrit les yeux et à sa grande surprise se rendit compte qu'elle n'était plus sous une couverture dans le lit de ses parents. Elle était dans sa propre chambre, le lendemain matin. Et sa mère se tenait à côté d'elle, un verre d'eau à la main. Elle lui tendit alors le verre tout en lui expliquant qu'elle avait eu de la fièvre et qu'elle avait déliré toute la nuit. Estelle restait persuadée que ce qu'elle avait vécu cette nuit-là était bien réel. Quand elle descendit prendre le petit déjeuner avec sa famille, son père, qui avait pour habitude d'allumer la radio, écoutait une bien drôle de chanson. La légende raconte que la nuit d'Halloween, si vous prononcez 3 fois la phrase « Lamia, chante-moi une berceuse », il se pourrait bien que vous restiez bloqué à tout jamais dans un cauchemar éternel. Voilà pour la première histoire que nous a envoyé Quentin. J'espère que vous avez kiffé. Moi perso, j'adore ce genre de délire autour de l'insomnie et du fait que quand t'arrives pas à dormir, tu laisses ton imagination prendre le dessus et du coup tu te mets à flipper pour tout et n'importe quoi. Après la fin où il faut surtout pas prononcer la phrase « Lamia, chante-moi une berceuse », perso, j'y crois beaucoup moins. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai jamais trop cru à ce genre de légende. Comme par exemple le fait de ne surtout pas prononcer le prénom de Bloody Mary devant un miroir. Tiens d'ailleurs je vais vous le prouver, je vais prononcer 3 fois la phrase, vous verrez qu'il va rien se passer. Lamia, chante-moi une berceuse. Lamia, chante-moi une berceuse. Lamia, chante-moi une berceuse. Vous voyez, je vous l'avais dit. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à la deuxième histoire. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise, une jeune étudiante, luttait pour rester éveillée. Cela faisait maintenant de longues heures qu'elle conduisait sur une route froide et détrempée. Elle se rendait chez ses parents pour le week-end et n'avait qu'une envie, arriver à destination. Mais le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas et elle ignorait totalement à combien de temps se trouvait la prochaine ville. Denise était une jeune fille réfléchie et décida donc de s'arrêter pour se reposer. Après tout, dormir quelques heures dans sa voiture, ce n'était pas bien méchant. C'est alors qu'elle aperçut une petite station-service quelques mètres plus loin. L'endroit semblait douteux et Denise n'avait pas du tout envie d'y mettre les pieds. Mais sa jauge d'essence était bien trop basse pour s'autoriser à jouer les difficiles. C'était ce genre de station-service à l'ancienne. Vous savez, celle dans lesquelles un employé doit se charger de vous faire le plein. 2 minutes. Blandine, tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît ? Tu sais très bien que ça marche pas avec moi en plus, ce genre de truc. Et en plus, ça dérange les abonnés. Oh là là. Une fois sur place, Denise n'avait pas trop envie de laisser l'employé toucher à sa voiture. Elle pouvait très bien faire le plein toute seule. Mais la station était déserte, et empêcher l'employé de faire son travail n'avait aucun sens. Alors elle le laissa faire. À la vue du véhicule de Denise, l'homme se mit aussitôt à avoir un comportement des plus étranges. Il semblait stressé, angoissé. Alors il demanda à Denise « Mademoiselle, vous pouvez ouvrir le capot de votre voiture ? Je crois que vous avez un problème de moteur. » La réflexion de l'employé n'avait aucun sens. Comment pouvait-il détecter ce genre de problème juste en observant le capot d'une voiture ? Et surtout en pleine nuit. Son malaise grandissait. Elle était seule dans une station-service délabrée en plein milieu de la nuit, avec un homme qui tenait absolument à ce qu'elle sorte de son véhicule. Mais voulant à tout prix éviter le conflit, elle s'exécuta. Tandis que son cœur battait la chamade, Denise se demandait pourquoi elle ne s'était toujours pas mise à crier. Seulement, est-ce que crier lui aurait bien été utile dans ce genre d'endroit ? C'est alors que l'homme lui dit « Je crois que cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous feriez mieux de me suivre dans mon bureau. » Aussitôt, il l'attrapa par le bras et sans que Denise n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle se retrouva dans le bureau de l'employé. Denise était paralysée par la peur. Sentant la panique envahir la jeune femme, l'homme de la station-service lui murmura alors « Madame, il y a un homme couché sur le siège arrière de votre véhicule. Laissez-moi appeler la police. »
Le doute commença à envahir l'esprit de Denise. Est-ce qu'il y avait bel et bien un homme caché dans sa voiture ou était-ce un stratagème de l'employé afin de l'attirer dans son bureau? L'homme de la station-service semblait de plus en plus louche. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. C'est à ce moment précis que Denise se rappela que l'employé avait mis de l'essence dans sa voiture. Elle pouvait très bien s'enfuir, mais il fallait le faire au bon moment et n'aurait pas le droit à l'erreur. Tandis qu'il cherchait désespérément son téléphone, Denise profita de l'occasion. C'était maintenant ou jamais. Elle se précipita à l'extérieur de la station-service, remonta dans sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière elle. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qui parurent des heures, la pression et le rythme cardiaque retombant enfin, que Denise se décida à regarder dans son rétroviseur. Elle voulait évidemment vérifier que l'employé ne l'avait pas suivie et s'assurer qu'elle était enfin libérée de toute cette histoire. Mais dans le rétroviseur, ce n'est pas le noir de la nuit qu'elle put observer. Un homme, vêtu d'un chandail à capuchon et d'une hache ensanglantée, avait pris forme dans le reflet du miroir. En une fraction de seconde et d'un seul mouvement d'hache, l'homme décapita la pauvre femme. Le lendemain matin, la police, alertée par l'employé de la station-service, finit par retrouver le corps de Denise sur le bas-côté de la route. Elle avait été dépecée. Ce n'est que quelques années après le drame que les enquêteurs finirent par mettre la main sur le tueur à la hache. Il s'était servi de la peau de la jeune femme pour s'en faire un joli manteau d'hiver. Alors la prochaine fois que vous monterez dans une voiture, n'oubliez pas de vérifier la banquette arrière. Et voilà pour cette deuxième histoire que nous a proposée Océane. En vrai, ce que j'aime avec ce genre de récit, c'est vraiment la possibilité que ça arrive. C'est ma copine, les gars. Ouais, pourquoi tu m'appelles alors que t'es littéralement à 10 mètres de moi et que tu peux venir dans le studio? Tu sais que ça me dérange pas. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en balade avec Peppa. Ça fait 1 heure que je suis partie. Hein? Bah oui, je voulais juste te prévenir que je vais pas rentrer tout de suite parce que je dois passer voir ma mère avant. Ok, ça marche. Ok. Encore plus, elle a raccroché, génial. Ok. Allez les amis, on passe tout de suite à la troisième histoire. Antoine était un jeune scout. Comme chaque année, il se rendait à ce qu'on appelle dans le monde du scoutisme un week-end d'équipage. Le but de ce genre de week-end, c'est de se rassembler à 5-6 personnes et de se débrouiller en pleine nature. Antoine adorait ça. Pour lui, qui était si timide, cela lui permettait de tisser des liens avec d'autres scouts de son équipage. Antoine avait 13 ans, et jusqu'à présent, ces fameux week-ends d'équipage, il n'avait eu le droit de les vivre que dans le champ derrière la maison de ses grands-parents. Mais aujourd'hui, c'était le grand jour. Il allait enfin pouvoir vivre l'expérience à 100% en pleine nature. L'ambiance, elle, était festive. Tout le monde riait et chantait. À quelques centaines de mètres de leur bivouac se trouvait la maison d'un vieux monsieur solitaire. Il était très connu dans les alentours, car avec les années, plusieurs légendes le concernant avaient fini par se former. La plus connue d'entre elles étant une rumeur selon laquelle il aurait pour habitude de kidnapper des enfants et les dévorer. En résumé, tout le monde le croyait fou. Alors que la nuit était tombée, l'équipage, qui n'avait pas pour habitude de prendre ce genre de rumeurs au sérieux, décida d'aller explorer les alentours. Ils passaient tous une très bonne soirée, et le fait de jouer les explorateurs d'une forêt gardée par un fou semblait les réjouir. Antoine, lui, était plus sceptique, mais il n'avait pas vraiment l'embarras du choix. Soit il restait seul à garder le campement, soit il se décidait à les suivre. Ne voulant pas passer pour le froussard du groupe, Antoine finit par s'enfoncer dans la forêt avec ses compagnons. La nuit était particulièrement sombre, et les scouts qui marchaient depuis maintenant 5 bonnes minutes en profitaient pour s'amuser à se faire peur. Antoine n'aimait pas vraiment ça, mais bon, si tout le monde passait un bon moment, alors il ne voulait pas gâcher la fête. Après 10 minutes de marche, ils finirent par arriver à la lisière d'une petite clairière. Celle-ci n'était éclairée que par les lampes torches des 5 scouts. Au milieu de cette clairière, une fine couche de fumée se dégageait. Elle semblait provenir d'un feu de camp qui n'avait pas été éteint depuis bien longtemps. L'assurance qu'avaient eu les garçons depuis le début de leur balade nocturne commençait pour la première fois à se dissiper. Pourtant, ils décidèrent quand même de s'en approcher. Plus l'équipage avançait, plus les détails du feu de camp se révélaient à la lueur de leurs lampes torches. La peur commençait à envahir le corps d'Antoine. Ce n'était pas un simple feu de camp éteint. Sur le sol gisaient des vêtements déchirés et des flaques d'un liquide rouge pourpre. Ok, pardon les amis, problème d'électricité. Ça ne pouvait quand même pas être du sang, se demanda Antoine. Quand il regarda ses compagnons, Antoine constata qu'il n'était plus le seul à avoir peur. Le silence gagna peu à peu l'équipage.
Ils ne savaient ni quoi dire, ni quoi faire. Le groupe pensa d'abord à une blague, manigancée par l'un d'entre eux. Mais si c'était une blague, alors pourquoi étaient-ils tous autant terrifiés les uns que les autres ? C'est alors qu'un craquement se fit entendre. Les 5 scouts regardèrent immédiatement dans la même direction et découvrirent avec effroi une grande silhouette noire. Ils étaient tétanisés. La silhouette, elle, semblait les observer depuis un long moment et ne bougeait pas d'un pouce. On aurait presque pu croire que c'était une hallucination causée par le noir de la nuit. Cette réflexion se dissipa immédiatement de l'esprit des jeunes scouts quand la silhouette se mit en mouvement. Sans perdre une seconde, ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient en direction du bivouac. Mais cette chose allait vite, très vite. Antoine, qui avait toujours été le plus rapide des garçons, menait le groupe. Quand il se retourna pour vérifier si tout le monde le suivait, il regretta immédiatement son geste. À la lueur de la lune, Antoine aperçut le visage de cette silhouette. C'était un homme avec un couteau à la main. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas son couteau, c'était son sourire. Vous savez, ce genre de sourire que l'on peut avoir quand on passe la meilleure journée de sa vie. Un sourire tellement inapproprié qu'il en paraissait démoniaque. Celui d'une personne qu'on pourrait penser possédée. Étonnamment, la peur eut un effet positif sur Antoine, qui se mit à courir comme il n'aurait jamais imaginé. What the fuck? Quand ils arrivèrent à leur campement, les 5 compagnons, toujours poursuivis par l'homme au sourire, n'eurent d'autre solution que de se ruer dans l'une des tentes. Ils choisirent celle qui paraissait la plus robuste et se précipitèrent à l'intérieur. Antoine et ses amis étaient pris au piège. L'ombre de la silhouette éclairée par le feu de camp se reflétait sur la toile de tente. L'homme n'avait maintenant plus besoin de courir et se rapprochait lentement de l'équipage. La terreur des enfants grandissait à mesure que l'ombre du tueur s'étalait sur la tente. Quand soudain, au moment où l'homme s'apprêtait à déchirer la toile de son couteau, un aboiement retentit et l'ombre d'un chien bondit sur le tueur. L'ombre du chien fut immédiatement suivie par celle d'une autre silhouette. L'homme qui les avait jusqu'alors poursuivis ne cessait de crier et de se débattre sous les grognements de la bête. Antoine le savait. S'il voulait s'enfuir, c'était maintenant ou jamais. Le groupe se précipita hors de la tente et découvrit avec surprise le vieil homme solitaire de la forêt. Fusil à la main, il avait mis en joue le tueur. Son chien, qu'Antoine pouvait maintenant identifier comme étant un malinois, mordait vigoureusement la cheville droite de l'assaillant. Le cauchemar était enfin terminé. Une fois la police sur les lieux, le vieux monsieur invita les 5 compagnons chez lui. En attendant la venue de leurs parents respectifs, il souhaitait leur apporter un peu de réconfort. Il leur servit à boire et à manger. Quand il commença à leur raconter ce qu'il s'était passé cette nuit, les jeunes garçons comprirent à quel point ils avaient été chanceux. Le vieil homme était en réalité garde forestier et avait retrouvé le corps de 3 adolescents quelques minutes auparavant dans la forêt. Antoine en déduit facilement que le campement qu'ils avaient découvert plus tôt dans la soirée était le leur. On ne sut jamais ce qui avait poussé l'homme à commettre ces actes abominables. Cependant, après l'attaque du chien, Antoine avait beaucoup observé le tueur et avait eu comme l'impression qu'il était redevenu normal. Comme inconscient de tout ce qu'il venait de faire. On aurait presque pu penser qu'une force invisible l'avait poussé à faire tout cela et qu'elle avait fini par se volatiliser. Mais bon, les histoires de possession, ça n'existe que dans les livres, n'est-ce pas? Les 5 compagnons n'oublièrent jamais le vieil homme. Ils devinrent même amis et lui rendirent visite chaque année jusqu'à son dernier souffle. Alors, la prochaine fois que vous décidez de vous balader en forêt la nuit, n'oubliez jamais que n'importe quoi et n'importe qui peut s'y trouver en même temps que vous. Et voilà les amis, j'espère que cette 3e histoire proposée par Christopher vous a plu. Ce que j'aime en vrai dans ce thread, c'est qu'on a vraiment un doute sur le tueur. Est-ce qu'il était vraiment conscient de ses actes ou est-ce qu'il était possédé? What the fuck? Il est où mon téléphone? D'électricité les amis. Heureusement que la caméra elle est sur batterie parce que sinon j'aurais absolument tout perdu. Je crois que j'ai plus de courant. Vous entendez? Y'a quelqu'un? Blandine, si c'est une blague, c'est pas drôle.
Blandine? C'est quoi ça? Blandine? Blandine? T'es là? Vous avez entendu? C'est la cave. Bon, c'est bon, Blandine, on a compris là. T'as lu mes histoires avant mon ton âge et t'as décidé de me faire peur, mais là c'est stop. Oh putain, c'est quoi ça? Blandine? C'est bon là. C'est bon là, stop. Arrête. C'est bon là. Ah!